Super. Bon, on commence tout de suite, hein, ça sert à rien de commencer par du small talk. Je crois que ça enregistre. Mhm. Très Ouais. bien, très bien. Alors c'est parti pour le premier épisode de Startup en français. Alors, on va tenter quelque chose, on regarde comment ça se passe. Pour moi, le but, c'est de faire le podcast que j'aurais aimé écouter il y a 2 3 ans et même que j'aimerais encore écouter aujourd'hui. Euh, voilà, c'est quoi avec moi Jean-Baptiste ou JB, on verra. C'est là comment ça avance. Ouais, non, moi aussi. Moi aussi, j'ai quelques podcasts qui étaient assez proches de ce que je souhaitais entendre, qui m'ont bien aidé il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'avec ça aussi, je cherche aussi à rajouter à la base de connaissances. Et puis ça a pas mal évolué, mine de rien. Les podcasts que j'écoutais datent un peu maintenant. J'avoue, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les plus récents. C'est ça. Et puis, on est dans une phase intéressante où on est les deux pas encore, tu vois, des entrepreneurs stars. Je dis pas encore parce que j'espère qu'on y arrivera, hein, mais plus non plus complètement au début. Et du coup, peut-être à une phase intéressante pour d'autres gens. Mais on verra, hein, c'est le marché qui va décider, hein. Peut-être qu'on sera tout seul dans notre petit podcast et il y aura 10 vues sur 10 mois et on saura que ça ne marche pas. Mais voilà, je me dis aussi dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Non, ouais, je pense que c'est sûr, c'est toujours intéressant d'entendre différentes expériences. C'est vrai qu'on n'a pas forcément suivi le chemin le plus vendu, le plus communiqué, donc c'est intéressant de voir ça aussi. Et alors c'est vrai que c'est marrant que tu parles d'entrepreneur star, je serais curieux plus tard de revenir sur ce terme et justement de comparer un peu la définition de chacun du succès et où est-ce que tu places la barre. Et, Parce que moi, j'ai déjà un petit peu ça avec ma chaîne YouTube où j'avais vraiment commencé quand j'avais 18 ans et où c'est déjà marrant de retrouver des vieilles vidéos et de voir, ah ouais, il y a quand même déjà bien du progrès, quoi. Tu vois, du truc entre le moment où tu n'as encore vraiment pas gagné un seul dollar et où tu te mets comme objectif, OK, dans 30 jours, j'ai 100 000 sur le compte. Et ensuite, enfin, à force de lire tous ces livres de développement personnel, de business comme ça. Et ensuite, la réalité arrive et t'apprends, et puis ensuite ça devient de plus en plus réaliste. Et là, entre-temps, mes objectifs sont vraiment minimes, quoi. Euh, ouais, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément hein, envie de devenir des Elon Musk. Mais ouais, bah, commençons par ça, parce que du coup, je vais publier ça en tout cas sur ma chaîne YouTube. Donc là, les gens, moi, évidemment, les 45 personnes me connaissent déjà. Mais je vais quand même le rappeler. Mais toi, qui es-tu, Jean-Baptiste? ouais, alors moi je suis le fondateur de Oniri. Donc Oniri, c'est une application mobile qui s'intéresse aux rêves, les rêves qu'on a pendant la nuit. Et l'idée, c'est de faire tout un tas de choses avec les rêves, à commencer par les noter pour s'en rappeler. Donc ça a commencé comme un journal de rêves. Et puis la deuxième étape, c'est de les analyser, essayer de comprendre pourquoi on a certains rêves. Donc là, on va mettre plein d'outils à disposition pour aider la personne à analyser ses rêves. Puis la troisième étape, c'est d'essayer de les contrôler avec quelque chose qui s'appelle les rêves lucides. C'est un phénomène qui existe, mais qui est assez peu connu. Enfin, de plus en plus maintenant, il y a une grande différence entre quand j'ai commencé le projet et maintenant. Euh, donc c'est un phénomène où on peut contrôler ses rêves et qui offre plein de possibilités au niveau santé, apprentissage, fun, etc. C'est une sorte de réalité virtuelle naturelle. Euh, et donc c'est un projet que j'ai commencé un peu par passion dans mon temps libre il y a en 2015. J'ai commencé en 2014. La première version a été publiée en 2015, donc ça a été un long chemin et un long chemin qui est passé par différentes phases, donc de l'indie hacker à la vraie start-up, en passant par le projet personnel. Enfin, voilà, il y a eu plein de phases, donc c'est un chemin assez différent du chemin de la start-up de base. Et, euh, et ouais, je suis content de pouvoir en parler à des gens qui se reconnaissent pas forcément dans ce qu'on leur vend de la start-up. Et c'est vrai que c'est important de réaliser qu'il y a plein de chemins différents pour arriver à un certain but. Nous, on a eu un peu plusieurs fois des gros débats. Ce serait sûrement un super épisode en soi, de discuter justement du chemin vraiment start-up pur, lever des fonds, etc., versus plutôt le indie hacker, le bootstrap, où tu dis, bah, je finance moi et ma start-up, j'ai pas besoin d'argent externe, et ça veut dire qu'au début, ça va être un peu
un peu moins sexy, mais ensuite, plus tard, si ça tourne, bah, tous les profits sont à moi. J'ai pas d'investisseur sur le board qui prend des décisions, des choses comme ça. Euh, Là, du coup, évidemment aussi, on choisit personnellement qu'est-ce qu'on veut partager ou pas partager. T'en es où? Parce que t'es quand même dans une situation que je trouve, personnellement, je trouve déjà vraiment incroyable. Ouais, enfin, Ouais, est-ce que t'es à plein temps? Est-ce que tu travailles à côté? Je sais pas. Je me... ouais. Alors, pour l'historique du projet, donc, j'ai commencé ça, comme j'ai dit, dans mon temps libre pendant mes études, donc c'est resté quelque chose de secondaire. Et puis, quand j'ai terminé mes études en 2021, j'ai eu l'occasion de faire ma thèse de master sur le projet, une thèse en psychologie qui s'intéressait à la créativité et le fait de noter ses rêves. Et puis, cette thèse m'a un peu lancé sur le projet et grâce à ça, j'ai eu un financement de mon école, donc de l'EPFL à Lausanne, un financement de l'EPFL de 100 000 francs suisses qui m'a permis de me lancer à temps plein là-dessus. Et après ça, donc, en fait, à partir du moment où j'ai terminé l'école, j'ai été à temps plein sur ce projet et je le suis depuis, donc depuis 2 ans maintenant. Et j'ai pu faire ça grâce, un, au financement de l'EPFL, deux, au fait que on a des revenus quand même. Le momentum que j'ai créé pendant mes études a permis de générer des revenus. Et trois, c'est le développement le plus récent, c'est que je me suis un peu plus lancé sur la piste startup conventionnelle. Donc, je suis allé récemment à San Francisco pour lever des fonds et j'ai levé des fonds avec des investisseurs américains, euh, ce qui va me permettre de continuer de développer le projet. Voilà pour la situation actuelle. Donc, maintenant, je suis une vraie startup comme dans les livres. Et encore, je pense que on pourrait presque aussi en faire un épisode en soi, mais tu as aussi choisi un investisseur qui est pas traditionnel. C'est pas des investisseurs qui disent on attend de vous que vous deveniez soit énorme, soit rien du tout. Ils ont aussi un modèle un peu plus, on va dire, sain ou qui correspond plus à aussi, ce que moi je ferais, Ouais, lever des fonds. exactement. C'est un investisseur qui se focalise un petit peu sur les marchés de niche. Et donc, on ne sait plus l'un à l'autre parce que les rêves sont encore un marché de niche, il faut le reconnaître, même si j'arrête pas de dire que ça va tout changer et que ça va devenir quelque chose de super important. Pour l'instant, c'est encore un marché de niche. Donc, voilà, c'est aussi important de trouver les investisseurs où des deux côtés, ça match, quoi. Mais donc voilà, on a ces situations intéressantes où donc toi, tu peux déjà complètement vivre euh, de ton projet, de ta startup. Euh, Pas exactement profitable, plus ou moins, en fonction de quel angle on regarde les choses. Moi, j'ai pas encore cette chance. Moi, je suis un peu moins de revenus encore. Je suis en dessous des 2000 par mois, donc c'est pas un SMIC, c'est encore un peu rude. Et du coup, moi, je travaille encore à côté en tant que consultant. Et du coup, je fais un peu ce jeu de faire du consulting d'un côté pour financer une partie de mon lifestyle et ensuite continuer à développer ces SaaS. Et puis, alors, moi, j'ai pas d'Oniri, mais j'ai deux autres applications. J'ai une application pour envoyer des messages audio par email et une autre application pour la facturation en Suisse. Et grosso modo, c'est les messages audio par email qui là représentent 60-70% de mes revenus et sur laquelle je me concentre. Et j'ai aussi, du coup, peut-être là où toi, Jean-Baptiste, t'as embauché plus en Europe et Amérique. La personne avec qui je travaille, moi, est au Bangladesh, donc ça fait que je peux déjà la payer à plein temps sans que ça tape autant dans mes revenus. Euh, Alors, moi, j'ai fait plusieurs expérimentations avec le recrutement, mais oui, j'ai eu des personnes en Suisse, j'ai eu des personnes en Europe, aux États-Unis et aussi dans des pays moins chers. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi aussi, maintenant, là, dans les personnes qui me restent, j'ai mon développeur Android qui est en Égypte. Euh, et ouais, bon, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on discute aussi. Mais effectivement, c'est difficile de se lancer et d'embaucher des développeurs suisses directement, parce que directement, ça nous oblige à lever les fonds et ça lance toute une machine, quoi. Donc, je pense que c'est un des premiers trucs justement à faire gaffe, c'est comment tu recrutes, parce que c'est ça qui va t'obliger à faire des choses après, qui va te lancer dans des machines compliquées.
Et ça, c'est un autre truc où je pense que c'est intéressant de ne pas avoir trop d'argent au début. Quand je pense à toi, tu étais 100 000 au départ, il y a quand même un aspect où c'est c'est très simple de les dépenser parce que tout d'un coup, l'argent est là. Et alors que si on doit compter chaque sou, on fait plus attention. Exactement. Du coup, pour l'histoire, en fait, quand on crée une société anonyme, une SA en Suisse, il faut réunir un capital de 100 000 francs qu'on va mettre à la banque et qui va être disponible pour la société. Et moi, ça a été le cas. J'ai créé une société anonyme, une SA, pour la bonne image et pour avoir des investisseurs parce qu'on m'a dit que c'était important. Et je me suis débrouillé tant bien que mal à réunir cet argent avec de l'aide un peu tout autour de moi. Et comme tu dis, l'argent, une fois qu'on l'a, on le dépense et au final, bah, il est plus là assez rapidement. Au bonheur d'agence de développement suisse. Ouais. Alors qu'aux US, j'ai créé ma société sans mettre aucun dollar dessus, donc c'est assez différent. Ouais, raconte, parce que du coup, donc, le processus est fini, les papiers sont signés, la société est créée, puis du coup, tu as maintenant ces deux sociétés en Suisse, aux US. Et exactement. Alors ça a été mon activité de l'été, là. Ça a été gérer l'administratif d'avoir ces deux sociétés. Ouais, j'avoue que c'est là où tu commences à remettre en question ton choix d'avoir des investisseurs américains, parce que c'est un certain investissement de temps de gérer ça. Mais oui, créer une société aux US, c'est super simple. Je dirais que c'est aussi simple que créer un compte Facebook, si ce n'est que tu dois attendre un peu plus. Et, ouais, pas besoin de mettre de l'argent, juste voilà, tu fais ton truc. Et après, disons que la partie un peu plus compliquée, c'est gérer les relations entre la société américaine et la société suisse. Donc, il y a des problèmes fiscaux et des problèmes comptables qui se posent. Donc, comment tu transfères l'argent de l'une à l'autre, comment tu les structures. Ça, c'est Moi, en déjà réglé. l'occurrence, alors, c'est des questions que je discute activement avec mes avocats, fiscalistes et mon comptable pour voir un petit peu comment faire. Mais oui, il y a une partie qui est déjà réglée. En fait, par exemple, comment on va structurer les entreprises. La société suisse, qu'actuellement je détiens à 100%, va devenir une filiale de la société américaine. Donc, en fait, je vais vendre mes parts de la société suisse à la société américaine. Et là, comme ça, maintenant, on a une relation où la société américaine, elle gère. Donc ça, c'est le premier problème réglé. Et après, l'autre problème, c'est comment tu transfères l'argent d'une société à l'autre pour pouvoir l'utiliser, parce que les dépenses actuellement, c'est toujours la société suisse qui gère. Euh, et là, ça pose des questions, voilà, comptables et fiscales, où j'ai pas encore toutes les réponses, et je dois payer des gens très cher pour avoir les réponses. Justement, je sais quand, enfin, moi j'avais estimé comme ça que le coût de ce truc, j'aurais compté 10 000, 15 000. Je serais que en pratique, parce que finalement, c'est peut-être que quelques heures justement d'avocat très cher, donc ça peut même être moins que ça hein, si tu dis que la création de la boîte est gratuite. Enfin, Alors, pour les... la création est pas gratuite, mais au total, pour la création, ça dépend quel service tu utilises, mais pour maximum 1000 $, t'as ta truc qui est fait. Ouais, 10 000, c'est beaucoup, je trouve. Moi, je pense que je vais m'en sortir avec peut-être un budget de 5 000 au total pour la création. Ok. Euh, ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu imagines comme overhead annuel, comme ça, de coût, enfin, d'avoir une structure en plus, enfin, cette dynamique entre les deux? Euh, alors, il y a des coûts obligatoires. Il y a le fait on doit avoir un agent aux US quand on n'est pas américain pour représenter la société. Donc ça coûte, je crois, peut-être 300 par an, quelque chose comme ça. Après, il y a le comptable. Et même si c'est pas vraiment des coûts récurrents, il y a toujours un peu de besoin d'avocat ou de fiscaliste. Donc, je pense que je mettrai 1000 à 2000 de Ouais. côté pour ça par an, peut-être. Ah, incroyable, ouais, c'est vrai que j'imaginais que ça serait beaucoup plus que ça. Intéressant. Après, les coûts peuvent monter très vite, quoi. C'est vrai que si tu écoutes les avocats complètement, des fois, ça peut exploser très rapidement. Ça, je te crois. On va te conseiller de. Ouais. Est-ce que c'était un choix d'investir aux US? Enfin, j'avais vu que l'investisseur qui a investi, ils investissent aussi en Europe. Est-ce que c'est juste que tu as voulu être aux US pour la suite ou ça n'a jamais été discuté finalement? Enfin, c'est vrai que je me demandais encore ça. Ça n'a jamais été discuté. C'est vrai que en partant à San Francisco chercher des fonds, je m'attendais à ce que je doive créer une société US parce que, par exemple, Y Combinator demande ça et la plupart des investisseurs américains, du coup, suivent et demandent ça aussi. Ils demandent à avoir une structure américaine parce qu'ils connaissent mieux dans quoi ils investissent. Après, c'est vrai que ça pose des questions intéressantes parce que, du coup, moi, dans mon cas, j'ai une société américaine qui est vide, qui a reçu de l'argent.
Et tout ce qu'elle fait, c'est transférer l'argent à une société suisse qui fait le reste. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Mais non, au final, c'est quelque chose qui n'a jamais été discuté d'investir dans la société Europe. Euh, Moi, c'est moyennement un choix personnel. Effectivement, ça complique un peu les choses, mais en même temps, ça m'ouvre peut-être la porte dans le futur Ouais. à plus de démarches sur le marché américain. Euh, voilà. Comme ça n'a pas été trop cher, ça aurait été plus cher, j'aurais vraiment réfléchi. Là, c'était pas très cher et j'ai pas trop anticipé le temps que ça prenait. Bon, au final, le temps que ça prend, une fois que j'ai mis les places en chose, j'ai mis tout en place, ça va aller, quoi. Excellent. Donc, tu as déjà fait péter le champagne ou c'est quoi la vie de VC maintenant? Parce que moi, du coup, c'est différent quand je fête chaque augmentation de MRR, de revenus récurrents à chaque fois que je passe de 1000 à 1002, à 1003, à 1004. C'est ça mes célébrations. Notamment, tu peux fêter par palier de 100 000 sur le compte. Oui, alors, non, non, je continue à fêter les revenus. Il faut pas oublier que les revenus, c'est le plus important. Euh, Bah là, j'attends toujours l'argent, hein. Ah, ok, L'argent, ok. c'est une question de jours, mais bon, ça va arriver la semaine prochaine. Et puis on va fêter ça. Mais non, les revenus restent la plus grande fierté. Et j'ai hâte que cet argent me permette justement d'améliorer les revenus. Excellent. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on peut encore discuter dans ce premier épisode, comme ça, de petits trucs intéressants? On peut retourner sinon sur le fait d'embaucher partout dans le monde. Je me rappelle qu'on a eu une fois un dîner il y a quelques mois où c'était un sujet intéressant, où il y a différents points de vue, où on peut dire qu'en fait, ne pas embaucher dans son pays, c'est, euh, c'est quoi le mot? C'est pas cool. Pas Euh, éthique. ou alors, à l'inverse, dire au contraire, c'est super cool parce qu'on on crée de l'emploi dans des pays plus pauvres, etc. Euh, Ouais, c'est une question intéressante. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est de commencer à aborder l'écosystème startup en Suisse, parce que c'est une question qui est un peu liée. Très bien. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi dont on a beaucoup discuté, la différence de l'écosystème startup en Suisse comparé aux Et tu es resté plus États-Unis. longtemps à San Francisco, hein, donc tu l'as quand même peut-être même entre-temps vécu plus que moi. Parce que Ouais, pour contexte, on est parti à San Francisco les deux. Moi, je suis resté 10 jours et Jean-Baptiste est resté 2-3 3 mois. mois. Et j'y retourne l'année prochaine, très probablement, pour le redécouvrir encore plus, ouais. Mais j'ai Ouais, une bonne idée de ce que c'est. En même temps, je dirais que regarder les vidéos de Y Combinator sur YouTube, ça donne déjà une très bonne idée de ce que c'est. Tu fais ça et tu fais quelques événements en ligne et je pense que tu te sers assez rapidement la mentalité américaine, c'est un peu ce à quoi on s'attend. Euh, et pourquoi, ouais, pourquoi je voulais aborder ça? Je pense que ça joue aussi dans l'équation de est-ce que tu embauches en Suisse ou pas. Euh, ouais, alors pour toi, comment tu définirais un petit peu en quelques mots la différence vraiment principale entre la Suisse et les États-Unis là-dessus? ouais, et je serais curieux aussi d'avoir ton avis sur la France. C'est vrai que ça, c'est encore un écosystème que je connais encore beaucoup moins. Mais moi, je dis, enfin, mais je dirais qu'il y a pas d'écosystème en Suisse, où l'écosystème qu'il y a est tellement biotech, en fait, tellement autour du secteur public, enfin de financement public, que c'est un tout autre environnement. L'entrepreneur suisse, il va te dire, il faut que je fasse ce pitch deck pour postuler à cette grant ou à ce projet, ou alors il faut que mon projet soit suffisamment scientifique pour que je décroche cette bourse-là ou que je reçoive ce financement. Euh, et qui a un tout autre état d'esprit. Enfin, typiquement, les PFL, il y a tous ces programmes InnoGrant, etc., qu'on avait discuté, euh, qui permettent vraiment, enfin, je me rappelle avoir parlé avec cette startup je crois que c'était des panneaux solaires ou un truc comme ça, qui vraiment depuis 3-4 ans, en fait, survivait enfin, très très bien, juste à force de passer de bourse en bourse, sans jamais vraiment générer des revenus. Euh, et bah, comme tu disais avant, c'est comme le revenu en fin de compte qui compte, et c'est ça le truc qu'il faut célébrer. Euh, et donc ça m'avait très très vite frustré. Autant, donc, mon expérience de l'environnement startup San Francisco est, je trouve, malsain presque d'une autre manière, où les locaux ont une facilité à lever des fonds et où
enfin, vraiment déconcertante. On avait eu plusieurs discussions là où voilà, là, un ami à moi disait bah, le million, il est venu comme ça, quoi. Il a fait Y Combinator, il a juste reçu plein d'emails, on lui a envoyé des DocuSign, il a juste signé, et puis plus ou moins 2 semaines après, il avait 2 millions sur son compte parce que, enfin 1 million parce que voilà, il avait été chez Stanford, il a fait Y Combinator, c'est un mec de la Silicon Valley, et c'est juste normal. Ou là, plus récemment, l'autre ami designer dont on avait parlé qui a ses 500 000. Euh, et ils sont pas plus intelligents que nous, quoi. Ils galèrent autant et ils arrivent à dépenser ce million, ce demi-million avec aussi très facilement sans rien réussir. Donc je suis ouais intéressant dans les deux sens. Si je dois choisir, évidemment, je préfère le côté San Francisco. Mais il y a aussi clairement des problèmes dans ce système-là. Mhm. Ouais, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors moi, je dirais que oui, il y a un écosystème en Suisse, et que c'est effectivement celui que tu as défini, qui est tourné autour de l'argent public et des biotech. Euh, c'est vrai que c'est exactement comme tu dis, la plupart des startups en Suisse se focus sur les grants et l'argent public qu'ils peuvent recevoir et survivre grâce à ça. Après, ça reste des startups aussi qui sont pas digitales, donc c'est aussi un autre monde. On peut pas vraiment leur dire de générer des revenus rapidement s'ils sont en train de développer un vaccin. Donc là où je connais pas trop l'équivalent de ces startups aux US, je pense qu'ils ont aussi des grants aussi, mais donc dans le milieu digital, du coup, ça fait que c'est pas le bon système. Il n'y a pas l'équivalent digital de ce qu'il y a aux US, quoi. Parce que dans le digital, il faut aller vite, on peut générer des revenus vite, et donc c'est intéressant de se focaliser là-dessus, et pas de se tourner sur les grandes. Donc ouais, c'est un écosystème assez différent. Euh, et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment quand je suis parti de la Suisse et allé aux US, d'être passé d'un d'un petit étang, d'être un gros poisson dans un petit étang, à être un petit poisson dans un grand étang. C'est-à-dire qu'en Suisse, mine de rien, il n'y a pas énormément de startups. Je connais les startups qui sont autour de moi et qui ont évolué avec moi. Et assez rapidement, tu atteins un stade où tu es un peu un gros poisson. T'es un gros acteur l'écosystème startup suisse. Et puis là, tu arrives aux US et tu te prends une claque enfin, tu es tout en bas de l'échelle. Et là, c'est intéressant de réaligner tes perspectives. Euh, et je pense que c'est là où ce que tu disais d'être un entrepreneur star, ça me faisait penser à ça parce que je vois pas mal de startups qui ont évolué. Disons, qu'on a commencé à peu près en même temps. Disons qu'on a suivi les programmes d'évolution à peu près en même temps en Suisse. Et il y a quelques-unes de ces startups, de ces entrepreneurs, euh, on a vraiment l'impression qu'ils sont entrepreneurs Forbes, qu'ils ont réussi leur startup complètement et tout. Ils donnent des cours à des nouveaux entrepreneurs et tout. Alors qu'on est au même niveau et que moi, j'ai l'impression d'être encore au tout début de mon voyage entrepreneurial, quoi. Donc, c'est assez marrant de voir cette mentalité en Suisse où assez vite les gens sont contents de ce qu'ils ont fait et, euh, et se placent dans une situation d'entrepreneur star, justement. Alors que, Donc, qu'ils deviennent comme ça un peu advisor pour d'autres ou simplement qu'ils gérer leur PR que toi ouais, un peu des deux, comment on un peu devient. des deux, un peu des deux, je pense. Disons que si tu veux le devenir, c'est facile de le devenir. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'il n'y a pas Il tant y que a, il y a, ça. il y a pas tant que ça de start-up et il y a plein d'événements qui cherchent à créer de l'entrepreneuriat. Donc, il y a autant été pour Ouais, parler c'est de vrai. trucs. Mais après, De voilà, c'est vrai que le côté San Francisco lever de l'argent artificiel sur des trucs complètement infondés, voilà, ça c'est aussi l'autre côté, comme tu disais. Alors c'est vrai que la problématique de lever de l'argent, enfin, les problématiques que moi j'ai eues comparées aux locaux, où effectivement quelqu'un là-bas qui a bossé chez Apple ou chez Google et qui connaît des gens, il va lever 2 millions en 3 semaines, alors qu'il n'y a rien, à part une idée. Et moi, j'ai galéré, enfin, d'autres personnes, si tu n'as pas le réseau ou si tu n'as pas les bons cachés sur ton CV, tu peux beaucoup plus galérer. Bon, ça, c'est vrai que ça fait partie du jeu, quoi, mais c'est un petit peu le problème. On n'est pas chanceux sur ce côté-là, mais bon. Euh, ouais, comme tu disais, pour la première fois qu'on n'est pas les hommes blancs privilégiés, exactement. un On peu. a,
Non, Ouais, ouais, des fois. on s'en sort aussi et enfin, voilà, on a nos privilèges aussi à nous. Ça va très bien, mais c'est intéressant à vivre. Et puis, ouais, Et enfin, puis, je disais pour le recrutement global, moi, c'est vrai que j'adore faire ça enfin, de construire une équipe remote et j'ai vraiment prévu de continuer à faire ça. Et je me vois très mal embaucher quelqu'un d'autre parce qu'il est en Suisse ou même en Suisse ou en Europe s'il y a quelqu'un de plus compétent au bout du monde. Ouais, mais attends, plus. ouais, alors, quelqu'un de plus compétent, disons que, moi, je pars du principe que tu peux trouver quelqu'un disons, autant compétent localement, quoi, euh, à peu près. Et en fait, moi, pour le coup, j'ai vraiment, en fait, envie euh, d'avoir l'équipe dans le même bureau, qui bosse ensemble et qui se motive mutuellement et qui développe la relation, parce que c'est vrai que moi, je suis moins fan de l'équipe remote. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, ça apporte beaucoup d'avantages financiers et simple, quoi, c'est simple à faire. Mais moi, c'est vrai que je rêve toujours de cette équipe locale. Je pense qu'il y a une synergie qui se crée quand on est ensemble, qui est pas négligeable. Euh, et j'ai essayé de le faire justement quand j'avais de l'argent à disposition. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas assez ce mode de travail pour dépenser tout mon argent à ce point. Donc, je suis revenu sur une équipe remote. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai toujours un petit peu ce rêve sur le long terme d'avoir les moyens de financer une équipe locale. Après, on verra. J'avoue que je développe aussi mon intérêt pour l'équipe remote. Je trouve que c'est intéressant. Bien, je pense que ça nous fait déjà un bon premier épisode, une bonne entrée en jeu un peu de qui on est, de quoi ça va discuter, à quoi va ressembler ce podcast Startup en français. Euh, si quelqu'un regarde ça, au plaisir d'avoir votre feedback, envoyez-nous des emails, des idées, et nous on a déjà juste, je pense, de cette conversation 20 sujets de podcast, de trucs à discuter pour la suite. Euh, un mot de la fin, Jean-Baptiste? Ouais, je suis curieux de voir si les gens ont des sujets spécifiques qui veulent parler. Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a dit que, enfin, je viens de dire, les gens ils se considèrent comme entrepreneurs stars et ils se permettent de partager leur expérience et tout. Et je suis en train de dire ça dans un podcast, donc c'est étonnant. Mais je pense que ça, ce qui est important, c'est de savoir rester humble et comme tu disais, on va aussi évoluer en même temps, donc faut aussi voir ça, je pense, comme un journal de bord et, et- et disons un point de vue vraiment qui est dans le cœur du sujet et je trouve ça intéressant d'avoir l'expérience en temps réel aussi. Donc, ouais, bah, ça me fait plaisir de débriefer ça aussi. Donc, hâte de voir où les discussions vont nous mener dans la suite.